Bonjour, je suis ravi, je m'appelle Christian Guélerin. Je suis ravi de vous accueillir ici. Je vais vous parler de design pendant 40-50 minutes à peu près, et puis peut-être 2-3 mots sur l'école de design. Je ne sais pas si vous avez vu quand vous êtes venu le nouveau bâtiment. L'école de design est devenue un petit projet politique à Nantes, politique au sens large, c'est-à-dire c'est devenu un établissement important dans le paysage de l'enseignement supérieur nantais. Et c'est un bâtiment qui est financé par la métropole, la région, la chambre de commerce, et qui devrait nous permettre de nouveaux développements, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Alors vous êtes venus pour que je vous parle de design. C'est assez important, enfin je fais ça assez volontiers parce que il y a des gens qui arrivent. Je fais ça assez volontiers parce qu'en fait, il y a beaucoup de mépris sur ce qu'est le design. Le mot design est un terme, ou le mot designer n'est pas un terme protégé, et donc multiplicité de définitions sur le design et sur les designers. Je suis un peu perturbé. Asseyez-vous. Voilà. Très bien. Multiples définitions. J'ai présidé en son temps une association internationale d'écoles de design, 150 établissements, 200 établissements, 200 définitions du design. Ça va de l'art plastique, des arts appliqués, jusqu'à la stratégie d'entreprise et jusqu'aux écoles d'ingénieurs. Donc c'est extrêmement vaste. Et puis, parce que probablement en France, on vient de la culture et on vient des arts appliqués, pour 80% des gens, le design en France, c'est des belles tables, des belles chaises et des belles lampes. Ce qui est vrai, évidemment, c'est des belles tables, des belles chaises et des belles lampes, mais c'est bien autre chose, et c'est ce que je vais vous raconter maintenant pendant les 40 minutes ou 50 minutes, pendant lesquelles nous serons ensemble. Alors, design, ça vient d'un mot latin, designare. Designare a donné en français deux mots, le mot dessiner, et dessin, dessiner, et le mot dessin, D-E-2-S-E-I-N, projet. De quoi s'agit-il? Il s'agit au fond de représenter le monde qui nous entoure, et plus particulièrement, pour les designers, de représenter la façon dont on va vivre demain, les usages de demain, le monde qui nous entoure demain. C'est-à-dire un designer, il prend toutes les modifications de contexte, technologiques, sociologique, écologique, et puis on lui demande d'interpréter le monde compte tenu de ces modifications de contexte. En fait, très prosaïquement, quels seront les usages demain compte tenu de ces modifications de contexte? Le designer, il dessine cela. Alors ça s'applique aux tables, aux chaises, aux lampes, voilà, mais ça s'applique au fond à tous les sujets. Alors comme il représente la façon dont on va vivre demain, il essaie de lui donner un sens. Et là, on a le mot dessin, D-E-2-S-E-I-N, projet. En fait, la problématique, c'est comment on va vivre demain mieux. Parce que si c'est pire, ça pose quand même un problème. Son rôle, sa responsabilité, c'est de dessiner demain, compte tenu des modifications de contexte, dans un sens de progrès, si ce mot a encore un sens d'ailleurs. Alors je vais vous donner des exemples pour vous montrer la portée, la puissance du design. Il y a quelques années, je raconte toujours le même exemple parce qu'il est probablement extrêmement significatif de ce que nous faisons. Il y a quelques années, rupture technologique, on a tous un smartphone dans les poches, on a tous de la vidéo et du son dans les poches. France Télécom, à l'époque, qui s'appelle maintenant Orange, est venu nous voir en nous disant « Et si l'on mettait de la vidéo et du son sur les pierres tombales ?» Ça n'existe pas. Il n'y a pas de marché au sens marketing du terme, puisque personne n'a jamais demandé ça. C'est-à-dire, si vous interviewez les gens qui viennent au cimetière, ils vous disent « Moi, je ne suis pas venu pour regarder la télé ». Les gens qui gèrent les cimetières disent « Nous, on n'est pas là pour louer des télévisions ». Et les gens qui font les pompes funèbres ont par ailleurs un autre métier. Donc, il n'y a pas de marché. Le design, ça consiste à interpréter au fond cette rupture technologique qui veut qu'on ait de plus en plus de la vidéo et du son
de qualité professionnelle sur nous, donc des photos de ses parents, de la vidéo de ses parents, de sa tata, de son tonton, enfin des gens qui nous précèdent, eh bien, comment on va habiller les cimetières. Et le designer, la démarche du design, c'est si il y a de la vidéo et du son sur une pierre tombale, voilà à quoi cela va ressembler. Et évidemment, en dessinant cela, il rend cela objectif, réel, et éventuellement, et c'est là où arrivent les marchés, acceptable. Qu'est-ce que l'on peut faire de cela? Eh bien, assez récemment, et d'ailleurs j'ai fait une conf en Finlande dans une quinzaine de jours sur à peu près le même sujet, assez récemment, une ville de Sarthe qui s'appelle Malicorne, Malicorne-sur-Sarthe est un village de 10 000 habitants, village qui se meurt, c'est-à-dire qui perd ses commerçants, son bar tabac, sa poste, ses services publics peu à peu, vient nous voir et nous dit mais comment on pourrait réanimer, réenchanter Malicorne-sur-Sarthe, une ville dans laquelle plus personne ne passe puisqu'il y a l'autoroute et que personne, il ne viendra à l'idée à personne de prendre la bretelle pour aller à Malicorne. Eh bien, est-ce que vous n'avez pas dans votre cimetière un vieux poète, un parlementaire, des gens importants, et on va trouver des gens qui ont mené des industries ou qui ont été entrepreneurs, qui sont connus, et que l'on pourrait, je m'excuse du terme, mais réveiller, de manière à faire de votre cimetière un lieu touristique. Et là, on voit bien qu'il y a un intérêt de réenchantement qui va bien au-delà de Malicorne, qui peut-être concerne tous les villages français qui sont en train d'être désertés avec un enjeu qui est l'hyper-métropolisation des agglomérations. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut réenchanter des villages autour d'une ville pour effectivement éviter les phénomènes de concentration avec toutes les problématiques économiques et écologiques qui vont avec? Eh bien, c'est ça le design. C'est-à-dire, comment je peux dessiner, comment je représente, si d'aventure ça existait. Alors, dans tout, là on est dans les pierres tombales, hein, donc on est très très loin des belles tables, des belles chaises et des belles lampes. Encore que vous allez au Père-Lachaise, il y a du statuaire, donc il y a des artistes qui ont travaillé, donc on emprunte toujours à l'art, évidemment. Hein. Mais quand une compagnie d'assurance vient nous voir, Maïf vient nous voir, Maïf, elle n'a jamais vu un designer de sa vie. Ce n'est pas son métier. Hein, son métier, c'est de gérer des algorithmes à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. Bon. Il vient nous voir pourquoi. Il nous dit, ben voilà, assurance de voiture, demain, les voitures sont téléguidées. C'est-à-dire que, si ça se trouve, il n'y a plus d'accident. Si ça se trouve, il n'y a plus d'accident. Eh bien, si demain matin, les voitures sont téléguidées, qu'il n'y a plus d'accident, il n'y a plus d'assurance, je suis mort. Donc la question que la Maïf nous pose, c'est quels sont les nouveaux produits et services compte tenu de cette modification de contexte. Il y a une entreprise là qui est représentée, que tout le monde connaît, qui s'appelle ERAM, qui a un laboratoire ici, pas très loin d'ici, un laboratoire de recherche. ERAM, vous connaissez tous, hein, je conçois, je fabrique, je vends des chaussures dans des magasins de proximité avec une image extrêmement forte, une image déjà ancienne, bien ancrée, extrêmement forte. ERAM, il y a 15 ans, il y a 20 ans, dit « Nous, on n'est pas concernés par la digitalisation, le commerce digital, etc. parce que les chaussures, il faut les essayer. » Et on a tous dit ça. On a tous dit « Les chaussures, de toute façon, jamais on n'achètera des chaussures sur des plateformes digitales, pour une raison simple, c'est que les chaussures, on ne peut pas se passer de les essayer. » Ok, ils sont passés à côté. Eh bien, force est de constater qu'effectivement, ils se sont trompés. C'est-à-dire, aujourd'hui, on achète ces pompes sur Internet, évidemment, sur des plateformes globales, avec des chaussures qui viennent de Chine ou d'ailleurs, et qui, effectivement, ont des prix défiant toute concurrence.
Et ils sont venus nous voir en nous disant, essayons d'imaginer autre chose. Et ils sont venus nous voir et ils nous ont dit, et si l'on faisait des chaussures connectées? Là encore, il n'y a pas de marché, c'est-à-dire au sens très prosaïque du terme, c'est-à-dire personne n'a jamais demandé de chaussures connectées. Boulot du designer, et si les chaussures étaient connectées, à quoi cela pourrait-il servir? Eh bien, ils viennent de sortir une chaussure, ils ont créé une filiale qui est connectée et qui détecte les pertes d'équilibre des personnes qui les portent. Avec un marché derrière, évidemment, extrêmement important, qui est le marché du vieillissement de la population. J'en ai perdu un. Je vous en prie. Le marché du vieillissement de la population. Bon. Demain, la chaussure connectée pourra faire le suivi médicalisé en temps réel des gens qui la portent. La chaussure. C'est-à-dire la pression sanguine, les battements du cœur, et puis par porosité de la peau, les triglycérides, le diabète, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Bon, bref. Et puis vous aurez un médecin ou une unité médicale quelque part qui aura en temps réel votre suivi médicalisé. Au point d'ailleurs, c'est intéressant dans la spéculation même, parce que aujourd'hui, c'est vous qui déclenchez le fait que vous êtes malade, hein. C'est-à-dire, c'est vous qui avez de la fièvre le mardi, vous allez voir le médecin le mercredi, et il vous colle la grippe ou le Covid ou je ne sais pas quoi, effectivement, c'est vous qui déclenchez ça. Là, avec cette chaussure connectée, c'est le médecin qui va vous appeler la veille. Il va vous appeler le lundi en vous disant « J'ai tout là sous les yeux, vous allez être malade demain ». Ça change absolument tout. Alors pour Eram, ce qui est assez intéressant dans cette affaire, et c'est là où on voit la puissance stratégique du design, c'est que si ça se trouve, le boulot d'Eram demain, ce n'est plus de concevoir, fabriquer, vendre des chaussures, mais c'est de concevoir, fabriquer, de donner les chaussures et d'assurer le service médicalisé qui va avec la chaussure. Et on voit bien là des changements stratégiques représentés, hein, c'est-à-dire qu'on a dessiné, hein, voilà à quoi ça va servir, hein, ça permet aux gens, et en particulier à tous les salariés de l'entreprise, tous les salariés d'Eram, de visualiser d'aventure quel pourrait être leur métier demain. Et c'est pas rien, parce que le changement, ça fait peur, hein. Il suffit d'avoir travaillé dans une entreprise pour savoir que dès qu'on change un peu de métier ou d'organisation, ça fout les jetons. Hein, le changement, ça fait peur. Bon. Et donc, là, on est dans une représentation objective qui rassure et qui permet de prendre des décisions stratégiques sur le développement de l'entreprise. Donc, le design, c'est ça, c'est cette discipline stratégique. On verra tout à l'heure les problématiques de management qui y sont afférentes, parce qu'effectivement, à partir du moment où une entreprise change de métier, il faut évidemment qu'elle change d'organisation. Et c'est là où le design devient une discipline de management, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Hein. Et on voit la puissance de cela. On n'est pas dans la technologie, on n'est pas dans le marketing, on est dans une représentation des usages de demain à nulle autre discipline équivalente. Par contre, évidemment, on a besoin des autres, c'est-à-dire qu'on a besoin des ingénieurs en technologie, il faut que les produits se vendent, donc on a besoin des marketeurs, c'est une évidence, hein, c'est Raymond Lévy qui dit la plus belle courbe d'un produit, ne nous trompons pas, la plus belle courbe d'un produit c'est la courbe des ventes, ne nous trompons pas dans cette affaire, c'est-à-dire quand on fait du joli dans une entreprise, c'est pour en vendre plus. Hein, c'est-à-dire quand le designer de chez Seb, il ne fait pas des cocottes jolies par plaisir, il fait des cocottes parce que il fait des cocottes jolies parce qu'il pense qu'il va en vendre plus. Il faut être lucide dans cette affaire. Donc voilà pour la définition du design. Alors pourquoi ça marche?
Parce qu'on vit, alors là, Covid en ce moment c'est pain béni, parce qu'on vit dans des transformations radicales de nos environnements. Alors, Covid, défiance à la science, c'est-à-dire on pensait que la science était exacte, on a vu des épidémiologistes pendant 2 ans qui s'écharpaient pour nous dire c'est ça, c'est ça, c'est ça. On voit bien que la science, elle est exacte fondamentalement, mais elle ne l'est plus dès lors qu'elle est portée par les humains, quoi. Donc une défiance à la science qui est extrêmement importante aujourd'hui. Et puis, ça ne va pas s'arranger parce que plus le progrès scientifique fait des avancées majeures, plus nous sommes questionnés sur notre humanité. Hein, c'est-à-dire, il va falloir nourrir 10 milliards d'habitants demain. C'est effectivement très compliqué. Alors, est-ce qu'on peut... il se trouve aujourd'hui qu'on peut faire pousser du riz dans le désert, c'est-à-dire en organisant génétiquement et en modifiant génétiquement un certain nombre de plants, etc. Les OGM, vous savez. Bon, c'est formidable ça. C'est formidable parce qu'on va pouvoir nourrir 10 milliards d'habitants. Bon, le problème, c'est que si ça se trouve, les OGM, et là, moi, je ne suis pas un scientifique sur ce sujet-là, si ça se trouve, les OGM, c'est la fin de la biodiversité. Auquel cas, la fin de l'humanité. C'est-à-dire qu'on est interrogé à la fois par une solution possible à une problématique qui va arriver, qui est l'accès à la nourriture, et puis, effectivement, probablement à l'accès à la fin de la biodiversité. Et qui dit la vérité entre l'un et l'autre, difficile. Bon, le décodage du génome, c'est exactement la même chose, hein, c'est-à-dire que c'est absolument formidable si d'aventure, décodage du génome, on arrivait à prévoir qu'on aura un cancer à 50 ans et à le soigner préalablement et avant d'être né, enfin voilà, sauf que c'est le début évidemment de la sélection génétique et probablement de l'eugénisme, c'est-à-dire la science produit, mais c'est pas nouveau, à la fois ce qui est du meilleur et à la fois ce qui est du pire. Alors c'est pas nouveau, hein, c'est Rabelais qui dit « science sans conscience n'est que ruine de l'âme », c'est-à-dire que la science est effectivement exacte, mais d'un autre côté, elle est dans la responsabilité du démiurge qui s'appelle l'humain. Qu'est-ce qu'on fait de cette affaire-là? Bon, défiance à la science. Une des modifications contexte qui me paraît le plus fondamental, c'est au fond le rapport à la morale. Le rapport à la morale, les valeurs de la morale déclinent. Il y a 50 ans, qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a 50 ans, plus de 50 ans, 55 ans, je rentre dans un restaurant, je tiens bien fort la main de ma mère, je glisse sur une frite, ma mère me met une gifle et me dit « Christian, fais attention où tu mets les pieds ». Voilà ce qu'elle me dit. Et elle m'apprend la responsabilité, elle m'apprend la liberté. Tu es responsable de là où tu mets les pieds. Si tu es responsable de là où tu mets les pieds, tu pourras aller où tu veux. Aujourd'hui, je rentre dans un restaurant, je tiens bien fort la main de ma fille. Effectivement, elle glisse sur une frite, je demande $1 million au propriétaire du restaurant qui a oublié de faire le ménage. Le droit prend la place de la morale. Bon. Et dans tous les domaines. Et ça ne va pas s'arranger parce qu'on veut évidemment des sociétés aux cultures diversifiées, intégrées, etc., etc. Très bien. Le problème, c'est que nous n'avons pas tous la même morale. Parce que nous n'avons pas tous le même rapport à Dieu, à ce qui est au-dessus de nous. Et puis, les valeurs morales sont différentes pour Pierre, Paul, Jacques. Hein? Et il y a des choses qu'on ne peut plus régler par la morale. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut manger du jambon dans les cantines? Au regard de la morale, c'est insoluble comme problématique. C'est insoluble au regard de la morale. Donc le droit, c'est-à-dire que le droit dit on va mettre du jambon ou le droit dit on ne va pas en mettre, mais c'est une décision qui, moralement, est inepte. En même temps que nous vivons dans des sociétés où le sens du sacrifice, c'est-à-dire les valeurs du sacré, sont en train d'être battues en brèche. C'est-à-dire il y a moins de morale et il y a moins de sacré.
Alors, vous savez, les valeurs du sacré, c'est-à-dire c'est celles pour lesquelles, étymologiquement, on entend se sacrifier. Hein, c'est quoi? C'est la patrie. Bon, dans les pays occidentaux, est-ce qu'il vous viendrait à l'idée, enfin moi non, de me sacrifier pour la France? C'est quand même un truc qui est un peu loin de nous. Alors que je vous rappelle que nos grands-parents sont partis faire la guerre assez gaillards. Hein. Bon, nous, on hésiterait peut-être un peu. Historiquement, on se sacrifie pour Dieu. Dans les pays occidentaux, quand on voit des gens ailleurs qui le font, on est un peu en train de se demander pourquoi tout ça. Hein. La dernière chose qui reste, et d'ailleurs qui nous interroge sociologiquement beaucoup, c'est évidemment la famille. Hein. On pourrait encore se sacrifier pour sa famille. C'est-à-dire, je pourrais me sacrifier pour mes enfants. Or, aujourd'hui, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on touche un peu à la famille, alors toutes les querelles idéologiques aujourd'hui sur la famille, le droit à l'enfant, etc., on sent bien qu'il y a quelque chose qui se passe autour de la famille. C'est-à-dire, est-ce que demain, on continuera à se sacrifier aussi évidemment pour la famille? Hein, c'est pour ça qu'il y a autant de trucs. C'est-à-dire que c'est une valeur du sacré qui est remise en cause. Donc, ce rapport à la morale... Alors la morale, encore une fois, c'est quelque chose qui est au-dessus de nous. Hein. Il y a une très belle phrase d'Emmanuel Lévinas qui dit « La morale nous fait nous apitoyer sur ceux qui ont faim. » La morale nous fait nous apitoyer sur ceux qui ont faim. Quelque chose au-dessus de nous. Hein, parce que ceux qui ont faim, après tout, on pourrait s'en foutre complètement. Donc voilà. Mais non, on ne s'en fout pas. Ça nous dépasse. C'est du domaine de Dieu, de quelque chose qui nous dépasse. Alors, quand je dis Dieu, vous mettez ça dans vos mots à vous, hein, c'est évidemment. Bon, l'éthique nous oblige à les nourrir. La morale nous fait nous apitoyer sur ceux qui ont faim, l'éthique nous oblige à les nourrir. C'est-à-dire que moins il y a de Dieu, plus l'humain, l'homme, la femme, sont responsables de la façon de gérer le monde, la planète, etc. Alors on voit bien le rôle du designer qui s'inscrit là-dedans, puisque le designer, lui, justement, il dessine la façon dont on va vivre demain plus responsable, dans le sens du progrès. Donc moins il y a de morale, plus il y a d'éthique, et plus le designer prend le pas. Hein, dans toutes les entreprises actuellement, il y a des démarches RSE, comment on va sauver la planète. Tout ça, c'est la responsabilité de tous les gens qui composent l'entreprise, c'est la moindre des choses, mais en particulier des designers. Première chose, le déclin des valeurs de la morale. Deuxième chose, il faut sauver la planète. Je suis d'une génération où il fallait protéger la planète. Aujourd'hui, il faut la sauver. C'est totalement différent. C'est totalement différent. Hein? Et il y a urgence. Il y a urgence. C'est-à-dire qu'on nous annonce dès la fin de l'humanité dans 100 ans. C'est-à-dire un certain nombre de gens dans la salle ne vivront probablement plus, mais d'autres, oui. C'est-à-dire que ça vous concerne, oui, au premier plan, parce que vous allez vivre 120 ans. C'est aussi une autre rupture importante du contexte. Vous allez vivre 120 ans. Et peut-être même plus. Hein, les transhumanistes américains nous prédisent quasiment l'éternité. Et comment ne pas les croire? Parce que moi, je les suis depuis 30 ans. Il y a 30 ans, ils racontaient absolument n'importe quoi. Tout ce qu'ils racontaient n'importe quoi il y a 30 ans, c'est vérifié. Hein. Donc, ce qui pose question sur cette capacité à devenir éternel. Et je peux vous dire qu'il y a des transhumanistes américains qui y croient dur comme fer. Hein. Dur comme fer. Et comment ne pas les entendre? Donc il faut sauver la planète. Il faut sauver la planète. Alors là encore, c'est un terrain de jeu formidable pour les designers. On est interrogé en permanence pour la transformation des entreprises, des produits, de l'économie circulaire, des choses recyclées, etc., etc., etc. Bon. Dans absolument tous les domaines, soit pour des actions tactiques, c'est-à-dire des nouveaux emballages, des nouveaux produits, enfin des choses qui vont trouver des débouchés immédiatement sur les marchés, soit sur des choses à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, évidemment. Avec cette urgence écologique
cette conscience qui est en train d'émerger des marchés. Hein. Moi, je ne crois pas à la responsabilité sociétale de l'entreprise, je crois au sens, je ne crois pas que l'entreprise soit vertueuse par essence. Je crois qu'une entreprise, son travail dans un système capitaliste, c'est de générer de la valeur ajoutée. Par contre, elle va être obligée par cette émergence, cette conscience écologique des marchés. Hein, c'est-à-dire que Michel-Édouard Leclerc, demain, il ne va pas réduire la capacité de son caddie de moitié pour que vous consommiez moins. Hein, faut être lucide quand même dans cette affaire. Bon. Par contre, il va peut-être y être obligé par l'émergence de cette conscience écologique de gens qui vont dire « si ça continue, on n'ira plus chez vous ». Mais il ne le fera pas d'emblée. Ça, je ne pense pas. La troisième chose, et qui me paraît au fond peut-être la plus importante, c'est ce qu'est être humain au moment où les robots arrivent et au moment où l'intelligence artificielle arrive. J'ai fait un TEDx il y a quelque temps. Le titre est assez provocateur. C'était qu'est-ce qu'être humain dès lors que les robots seront plus intelligents que nous? Alors, il y a multiples façons de concevoir l'intelligence, c'était volontiers provocateur, mais je suis très très sérieux dans cette affaire-là. Alors, imaginez ce qu'est être humain. Vous descendez vous avez un accident de vélo, ça arrive, hein, accident de vélo, et puis malheureusement vous perdez une jambe, quoi. Aujourd'hui, on vous met une jambe, et ça existe, enfin la technologie est là, on vous met une jambe bionique. Est-ce que vous êtes encore humain? Une vraie question quand même. Bon, ah oui, vous êtes encore humain. Bon. Hop, vous reprenez le vélo, c'est toujours aussi dangereux. On vous coupe une deuxième jambe, vous retournez à l'hôpital, on vous met une deuxième jambe bionique. Est-ce que vous êtes encore humain? Ben oui, sauf que si demain, effectivement, vous courez plus vite qu'Usain Bolt, est-ce que vous êtes encore humain? Voilà une question qui nous pose, au fond, la question fondamentale de savoir ce qu'est être humain. Et puis, là encore, moi je suis d'une génération où l'incarnation de l'intelligence, c'était le champion du monde d'échecs. Aujourd'hui, l'échec, il ne se mesure pas, le Kasparov actuel, il ne se mesure pas au robot, parce qu'il perd. Hein, donc le robot, plus calculateur, etc., a pris le pas. Et puis on commence à voir des applications de robotique et d'intelligence artificielle sur lesquelles, effectivement, se pose la question de l'émotion, parce que c'est là-dessus qu'on pourrait peut-être aller. Hein. Eh bien, si l'émotion, c'est la réaction de la personne avec qui vous parlez, il suffit d'enseigner au robot quelle est la réaction qu'il peut avoir dès lors que vous lui manifestez des émotions. Hein. Et tout ça va évidemment aller très vite, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'être humain dès lors que les robots vont être capables de signifier des émotions? Et au fond, il y a là une redéfinition probablement d'une certaine forme d'humanisme, au sens où c'est quoi ma responsabilité dans cette affaire? C'est quoi ma responsabilité dans cette affaire? Donc, 3 modifications majeures de contexte. Alors, je pourrais vous parler de culture digitale, je pourrais parler de vieillissement de la population, je pourrais vous parler de... On a un labo qui s'appelle Food Design à l'école, sur lequel on s'interroge sur l'alimentation du futur, avec des grands débats, c'est-à-dire, est-ce qu'on va passer de la viande aux insectes, par exemple? Alors là, c'est typiquement une problématique de designer, parce que la problématique du designer, c'est la représentation. Alors, prenez un cafard, prenez une crevette, le cafard, c'est impossible de le manger, la crevette, ça vous pose aucun problème. Les deux, c'est très très vilain. Les deux, c'est très vilain. Le cafard, c'est impossible. Donc la problématique qui est confiée au designer, c'est comment représenter le cafard pour qu'il devienne, d'aventure,
possible d'en manger pour générer des protéines animales. Bon. Donc 3 problématiques, la morale, qui me paraît un bouleversement des contextes, l'écologie, l'émergence de cette conscience écologique, qui oblige à repenser le monde, avec 2 grands terrains qui sont d'ailleurs là moralement insolubles, c'est-à-dire est-ce qu'il faut décliner ou est-ce qu'il faut innover? En clair, est-ce qu'il faut chasser les voitures de tous les centres-villes ou alors est-ce qu'il faut faire des voitures moins polluantes? Et là, au regard de la morale, là, c'est insoluble, hein, c'est-à-dire cette affaire-là. Hein. Bon. Et comment ne pas écouter les deux, hein, voilà. Alors après, il y a des contingences, évidemment, ville par ville, etc. Et puis, on a plus ou moins d'intérêt dans cette affaire. Mais évidemment, il va falloir prendre des décisions là-dessus. Et puis, la troisième chose, l'arrivée des robots et de l'intelligence artificielle. Ici, on a beaucoup de travaux sur, effectivement, les robots et les usages des robots. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout cela? Alors maintenant, ramener à l'entreprise, parce qu'évidemment, le designer, il travaille avec les entreprises, il travaille avec les institutions. C'est quoi les services de demain? C'est quoi les usages de demain? C'est quoi les expériences de demain? Eh bien, les entreprises sont en train de muter parce que les mutations de contexte font qu'il y a des mutations radicales dans la gestion, dans les activités des entreprises. On a vécu pendant 150 ans, depuis la deuxième révolution industrielle, sur un paradigme industriel, d'organisation industrielle qui était « comment je fais de mieux en mieux ce que je sais faire ». Comment je fais de mieux en mieux ce que je sais faire. Et si je faisais de mieux en mieux ce que je sais faire, je gagnais, j'avais des effets d'apprentissage, je produisais plus, j'avais plus de chances de rester leader parmi les leaders, etc. Toute l'organisation industrielle modélisée par Taylor, il a écrit un bouquin célèbre qui s'appelle Scientific Management, c'est ça. Comment je fais de mieux en mieux ce que je sais faire. Au point d'ailleurs, et ce que disait Karl Marx 50 ans avant, c'est au risque de l'aliénation, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas que l'ouvrier effectivement réfléchisse, puisqu'il faut qu'il devienne le plus mécanique possible pour aller de plus en plus vite. Hein, vous savez, l'allégorie des temps modernes où Chaplin est en train de faire ça. Et d'ailleurs, dès que Chaplin se met à penser, à penser à un gâteau d'anniversaire ou je ne sais plus quoi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, il est mangé par la machine, hein, c'est vraiment l'allégorie où l'aliénation conduit au fait qu'on devient autre, on se déshumanise et on est mangé par la machine. Il y a un très beau livre d'un romancier communiste qui s'appelle, un peu tombé en désuétude, qui s'appelle Roger Vaillant. Le livre doit s'appeler 325 000 francs. En fait, le héros du livre, c'est un garçon qui s'appelle Buzard. Et Buzard, il est plus costaud que les autres, donc il travaille plus, donc il gagne un peu plus, il est payé à la pièce, hein, comme on était payé à la pièce dans les usines avant. Et puis, évidemment, il travaille un peu plus, il est un peu plus costaud, puis par ailleurs, il a un rêve, c'est de devenir coureur cycliste. Hein. Sauf que pour être coureur cycliste, il faut s'acheter un vélo. Alors il va travailler de plus en plus, parce que comme il est plus costaud, il travaille de plus en plus, puis à un moment donné, il va réfléchir. Alors il est sur une presse, puis il a 2 boutons à presser, il prend une pièce de tôle, il a 2 boutons à presser, la presse tombe. Bon. Et ça va pas assez vite, quoi. Ça va pas assez vite. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il colle une allumette dans un des boutons. Et évidemment, il est fatigué parce qu'il travaille tant et plus, etc., etc. Et à un moment donné, il oublie son bras dans la presse et le bras est coupé. Voilà. Bon, eh bien, la machine a mangé l'ouvrier parce qu'il s'est mis à penser. Bon. Alors, dans les entreprises, on vit sur ce paradigme d'organisation scientifique du travail, comment je fais de mieux en mieux ce que je sais faire. Sauf que ça ne fonctionne plus, cette affaire-là. C'est l'histoire d'Eram. Eram aura beau continuer, enfin, pas Eram, on va citer autre chose, Eram. Mais il y a des entreprises qui auront beau continuer à produire, elles ne feront jamais aussi bien que les Chinois.
et pas au même coût. Hein, c'est-à-dire phénomène de globalisation, des échanges, effectivement, des nouveaux concurrents arrivent et perturbent tout. Et vous aurez beau, effectivement, faire de mieux en mieux ce que vous savez faire, ça ne fonctionnera plus. Parce que ça fonctionne à la condition d'une compétition loyale. Or là, il y a des pays émergents qui arrivent et qui, effectivement, proposent des choses à d'autres conditions. Alors, il y a 40 ans, arrogance très occidentale, très française en particulier, jamais les Chinois ne feront... enfin, je cite les Chinois, mais je pourrais parler d'autres. Voilà, jamais les Chinois ne feront aussi bien que nous. Bon, il faut être allé en Chine pour savoir qu'ils nous ont largement dépassés sur tout un tas de secteurs industriels, évidemment. Donc, le paradigme ne peut plus être celui-là. Et le paradigme change et devient d'une autre nature. Comment je suis en capacité de faire autre chose avec ce que je sais faire? Et là, on est dans l'innovation. Là, on est dans l'innovation. C'est l'histoire des rames. Comment je suis en capacité de faire autre chose? En permanence. Et ça, c'est le boulot du designer. C'est-à-dire comment je dessine demain, les produits de demain, les usages de demain, pour que l'entreprise puisse réfléchir à faire autre chose demain, et en permanence. On a travaillé il y a quelques années avec une entreprise qui s'appelle Manulatex. Manulatex est une société près d'Angers qui fait du tissage de fil d'acier. Champion du monde des gants de boucher, des cottes de mailles de boucher en tissage de fil d'acier. Leader européen, etc., etc. Sauf qu'à un moment donné, comme tout le monde, globalisation. Hein, et puis, il y a des gens qui se sont mis à faire des cottes de mailles et des gants de boucher avec le même cahier des charges, et puis moins cher. Et donc, aujourd'hui, ils se sont posé la question de savoir qu'est-ce que je peux faire d'autre avec mes cottes de mailles de feuilles d'acier. Et ils font des aménagements d'espace, des rideaux en fil d'acier, ils font de l'aménagement intérieur, de discothèques, de bars, de restaurants, de tout un tas de choses comme ça, en tissage de fil d'acier. Des meubles en tissage de fil d'acier, etc., etc. Bon. Mais vous imaginez le changement pour l'entreprise, parce que quand vous allez voir le directeur marketing ou les commerciaux qui sont des champions du monde des boucheries, des abattoirs, etc., qui ont été recrutés même avec leur connaissance de ce marché, et que vous leur dites demain matin, tu vas faire de la décoration intérieure et tu vas aller au salon de Milan pour aller présenter les meubles, les mecs ils disent mais t'es fou, t'es zinzin. Et donc, vous voyez, et là, ça devient effectivement extrêmement compliqué parce que le changement fait peur. Et c'est là où le design devient discipline de management, parce que vous ne pouvez faire de l'innovation et vous ne pouvez faire de la représentation de demain à l'intérieur d'une structure qu'à la condition d'engager tout le monde. C'est-à-dire, ce que nous, on prétend, c'est que le designer, c'est la personne qui met autour de la table les ingénieurs, les marketeurs, les philosophes, les sociologues, les artistes, et les fait travailler ensemble autour de ce que sera demain. Avec un outil à nul autre pareil, qui est cette capacité à représenter. Cette capacité à représenter. Donc, modification des paradigmes industriels. Enfin, dernière chose, modification des paradigmes marketing. La conscience écologique dont je parlais tout à l'heure va nous obliger à consommer totalement différemment. Il va falloir totalement revoir nos méthodes de consommation. Aujourd'hui, le marketing fonctionne pour tous les produits de consommation sur un des piliers qui s'appelle le renouvellement des marchés. Cycle de vie des produits, renouvellement des marchés. Hein, au point que les Américains avaient modélisé, et puis d'autres d'ailleurs, avaient modélisé, dans le cadre du développement économique, donc d'une certaine forme de progrès, l'obsolescence programmée. J'achète une machine à laver la vaisselle, dans 3 ans, elle casse, et je rachète une machine à laver la vaisselle. Et à chaque fois que j'achète une machine à laver la vaisselle, je génère de la valeur ajoutée, donc je génère de la richesse.
Et tout ça, cette richesse, elle est distribuée sur la société. Il y a des routes, il y a la sécurité sociale, il y a etc. etc. C'est ça le modèle. Bon. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on change de lave-vaisselle tous les 3 ans, ça mobilise de la ressource. Et c'est une honte. Parce qu'il faut sauver la planète. Toutes les voitures qui sont garées là, c'est une honte. Parce qu'elles font rien, elles servent à rien, elles mobilisent des ressources. J'ai rien contre la voiture, la mienne est là-bas. Donc, voilà. Donc, mais bon, mais on voit bien la problématique qui est en train de venir. Et donc, la question qui nous est posée, c'est, là, les designers s'en donnent à cœur joie, c'est ce qui est de l'ordre de l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'on rachète un lave-vaisselle, on rachète le même parce qu'il est entièrement recyclé. On achète un nouveau, mais en fait, c'est le même en termes de ressources. Et puis, on crée un réseau social de l'ensemble des gens qui habitent dans la tour en face, et on partage le lave-vaisselle, parce qu'un lave-vaisselle qui marche 1 heure par jour, c'est une honte. Il devrait marcher 24 heures par jour. Alors évidemment, si je suis fabricant de lave-vaisselle, j'ai du souci à me faire. Parce que je vais en vendre moins, et puis s'il le partage, je vais encore en vendre moins. Il y a un effet de levier pas possible. Et effectivement, le fabricant de lave-vaisselle, il faut qu'il se pose la question de savoir comment il va passer du produit au service. Alors, il y a des modèles comme ça. Vous savez que Rank Xerox, ça fait fortune là-dessus. C'était je donne les machines à photocopie, et puis j'assure le service de la maintenance, et puis je vends à la copie. C'est ça le modèle. Bon, donc il y a des modèles, mais il va falloir que les entreprises industrielles se transforment. Comment je passe du produit au service? Donc, modification des paradigmes industriels et des paradigmes marketing. Eh bien, le design, c'est ça. C'est cette réflexion en permanence sur ces modifications. On a un partenariat avec l'hôpital. L'hôpital est en train de travailler sur 2 choses avec nous. Le parcours du patient, parce qu'on va voir de plus en plus un traitement des opérations, en particulier chirurgicales, totalement différent, c'est-à-dire qu'il y a médecine ambulatoire. Donc là, je vous la fais courte, c'est-à-dire que vous avez une rupture ligamentaire au genou, vous rentrez à l'hôpital à 11h, vous êtes opéré à 11h30 par un robot qui est piloté par un chirurgien ou une chirurgienne à San Francisco et qui va en faire 2000 par jour. Et vous êtes sorti à 12h30. Ça change tout quand même. C'est comme ça que ça va se passer. Alors aujourd'hui, on hésite un peu quand on vous dit que vous allez être opéré par un robot, mais c'est bien plus fiable qu'un humain. Enfin, si vos parents sont chirurgiens, leur dites pas que j'ai dit ça, mais parce qu'ils vont peut-être pas être d'accord. Mais il n'y a pas de raison de penser que pour des opérations bénignes, ce serait pas plus fiable. Donc voilà, c'est quand il suffit d'aller voir les usines, la fiabilité, la précision des robots dans les usines, pour savoir qu'on va pouvoir être opéré de cette manière-là, évidemment. Donc on travaille sur le parcours patient parce que ça change un peu tout, c'est-à-dire qu'avant on rentrait le lundi puis on partait le jeudi, si on était un peu poupouné, enfin bon bref, etc. Là, hop, 1 heure, donc on travaille beaucoup sur le parcours patient. On travaille beaucoup avec les EHPAD également, sur la restauration dans les EHPAD. C'est-à-dire que les EHPAD, ça coûte une fortune, pour ceux qui le savent, ça coûte très très cher, et il n'est pas normal que dans les EHPAD, quand on paye 4 000 ou 4 500 € par mois, c'est à peu près le coût, on mange de la purée et du jambon. Donc il va falloir quand même que les gens travaillent un peu sur ce genre de choses, c'est-à-dire sur l'accueil, sur l'accompagnement et sur la bouffe, évidemment. Et à l'hôpital, on travaille aussi, on est sur un projet là de comment stimuler et accompagner la recherche des professeurs de médecine à l'intérieur de l'hôpital. C'est-à-dire comment on va permettre aux médecins d'aventure à la fois de faire de la recherche, mais de créer les entreprises qui vont avec la recherche.
hein, c'est-à-dire comment on va générer de l'entrepreneuriat à l'intérieur de l'hôpital. Donc vous voyez, le design, il est absolument partout dans tous les domaines. On a beaucoup travaillé, et on parle de Covid, on a beaucoup travaillé là, sur l'organisation dans les entreprises, sur les organisations dans les immeubles. Alors, l'organisation dans les immeubles, je vous ai parlé de la machine à laver. Si on partage une machine à laver à 24, vous imaginez que votre appartement, il va pas être tout à fait pareil. C'est-à-dire probablement les surfaces vont se réduire, puis vous aurez des espaces de mutualisation de services. Hein, c'est comme ça que ça va se passer, vraisemblablement. Bon. Peut-être qu'on aura besoin aussi, et là c'est le Covid qui nous y fait penser, on a été sollicité sur un projet de cette nature-là, c'est comment on recrée de l'espace professionnel chez les gens. Parce que les gens vont travailler à distance, sauf que travailler à distance, y a des gens à qui ça convient moins bien et qui ont besoin d'une, je dirais, d'une relation sociale, professionnelle. Hein. Eh bien, est-ce que dans les immeubles demain, on va créer des grandes surfaces professionnelles où les gens vont continuer à travailler en distanciel, mais vont pouvoir travailler avec d'autres, multi-sociétés, quoi, sur les plateformes, des plateformes mutualisées. Alors, on verra ce que donne le distanciel et le présentiel. Tout ça est un peu violent, je trouve, en ce moment. Il y a 18 mois, on nous imposait le distanciel, le tout comme ça. Ça a été d'une violence aiguë, mais on a dit c'est la crise. Là, on gère le retour des salariés à l'intérieur des entreprises. Et c'est extrêmement compliqué, parce que là non plus, il n'y a plus de morale. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent absolument revenir, d'autres qui veulent absolument pas revenir. Donc, et là, comment faire, hein, c'est très très compliqué. Donc voilà pour l'ensemble de la présentation sur le design que je voulais vous faire. On a à l'école de design maintenant 5 labos d'innovation. Alors, on est assis sur les arts appliqués, hein, c'est-à-dire on est assis sur les techniques de représentation. Donc vous avez des bachelors en produits, des bachelors en graphisme, des bachelors en aménagement d'espace, scénographie, et vous avez des bachelors en digital, game design, etc., c'est-à-dire qui travaillent sur la culture digitale. Hein. Donc là, on apprend un métier, parce que c'est un métier. Hein. Et puis, on a des masters autour de grandes thématiques, et les grandes thématiques qui se posent à l'humanité, c'est-à-dire la culture digitale, les robots, l'intelligence artificielle, food design, c'est-à-dire comment on va nourrir 10 milliards d'habitants, hein. Mais c'est aussi toutes les problématiques de packaging, de no packaging, c'est-à-dire comment demain matin on va faire en sorte qu'il n'y ait plus de packaging du tout. Hein, je me souviens d'un projet d'une étudiante qui en fait avait fait une soupe qui était dans un globe d'alginate d'algues, qui fait que quand on mettait ce truc-là dans de l'eau à 100 degrés, l'alginate faisait le liant de ce qui était à l'intérieur et de la soupe, c'est-à-dire qu'on avait mangé le packaging au bout du compte, quoi, hein. Donc voilà. On a un labo autour des médias. Évidemment, hein, la communication, l'ensemble des médias et la façon dont on va communiquer demain, alors avec toutes les problématiques un beau projet avec le CFJ autour des fake news, hein, évidemment, qui est un vrai problème, mais demain matin, ça va être effectivement aussi la gestion de la cybersécurité ou choses comme ça, c'est-à-dire qu'on n'échappera pas demain, heureusement ou malheureusement, enfin moi je le déplore, mais c'est pas grave, à la captation effectivement de nos visages partout dans la ville. Qu'est-ce qu'on va faire de ça, et est-ce que tout ça est bien maîtrisé, contrôlé? Enfin, j'ai l'impression que ça part un peu dans tous les sens, et c'est quand même assez dangereux. Enfin, moi, j'ai lu George Orwell, 84, ça fout les jetons, hein, quand même. Hein. C'est pas, est-ce qu'on a envie de ce monde-là? Il y a une salle ici qui s'appelle Philippe Dick. Je ne sais pas si vous avez lu, vous connaissez Philippe Dick, mais il y a deux, trois nouvelles de Philippe Dick qui sont sur ce sujet-là. C'est un auteur des années 50-60, et qui sont assez remarquables. Médias, City.
tout ce qui est organisation de la ville, métropolisation, alors voiture, pas voiture, mobilité, etc. Mais c'est aussi les potagers dans la ville, c'est aussi donc l'autosuffisance des villes, c'est l'autosuffisance énergétique. Il y a un très beau projet il y a quelques années avec Armor. Armor, très intéressant dans la définition même de son métier et de ce qu'il en a fait. Et comme illustration de comment je fais autre chose avec ce que je sais faire. Armor est un encrier. Je ne sais pas si on dit un encrier. Quelqu'un qui fait des encres, chimiste. On dit encrier, c'est le truc. Mais vous ne savez pas, nous on a appris avec un encrier et la plume sergent-major il y a quelques années, vu mon grand âge, mais vous n'avez même pas vu ça. Donc voilà. Et Armor a fait fortune sur un truc qui s'appelle, un truc que vous connaissez, les plus anciens dans la salle savent ce que c'est, mais les plus jeunes, c'est sûr que non, le papier carbone. Papier carbone, c'est une fine couche d'encre sur un papier qui permettait de faire une copie en simultané. Vous écriviez et puis l'encre se déposait sur la deuxième feuille. Maintenant, ça s'appelle la photocopieuse. Voilà. Bon. Et il s'en est vendu puisque c'était un moyen de reproduction. Voilà. Bon. Ouais. Et en fait, ça n'existe plus puisque maintenant il y a des photocopieuses. Et en fait, Armor s'est dit, mais mon métier, peut-être, c'est pas d'être chimiste et de produire des encres, c'est d'étaler des fines couches de matière sur, par exemple, un film polymère. Bon. Eh bien, si je suis capable d'étaler une fiche couche d'une couche de photovoltaïque qui est capable effectivement d'emmagasiner de l'énergie et de la restituer, j'ai plus le mot, mais excusez-moi, mais c'est voilà. Eh bien, effectivement, je suis au fond toujours dans mon métier qui consiste à étaler une fiche couche de quelque chose sur voilà. Bon, et donc il devient entreprise qui produit de l'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, demain, vous aurez des films, voilà, c'est le mot que je cherchais, vous voyez qu'il était simple comme mot, des films photovoltaïques sur les vitres qui seront là et qui seront en capacité de rendre l'immeuble autonome en énergie. Ça se trouve d'ailleurs, c'est la fin d'EDF. Parce que, enfin, je pense qu'ils y ont pensé, mais ils n'ont pas besoin de moi, mais c'est l'expression, au fond, de comment je suis en capacité de faire autre chose avec ce que je sais faire. City, et le dernier, c'est CARE, santé, sécurité, urgence, vieillissement de la population, là aussi, énormément de problématiques, et un gros volet autour des institutions. De plus en plus, on est sollicité par les régions, par les départements, par les mairies, qui réfléchissent aux services publics de demain et à la gestion des services publics que demain. Il y a évidemment la digitalisation, mais il y a plein d'autres problématiques, la gestion des migrants, etc. Quelle est la responsabilité des agglomérations sur la gestion des migrants, par exemple, voilà des problématiques qui pourraient nous être confiées. Voilà pour ce qu'est ma conférence sur le design. J'espère que ça vous a donné envie de visiter l'école, d'en faire du design, et puis de fréquenter des designers. Ils font un métier sincèrement passionnant. Je vous remercie.